À 20h, mesdames, messieurs, bonsoir. Voici les titres. Juan Branco mis sous contrôle judiciaire et expulsé du territoire national. L'épilogue du feuilleton de l'avocat français rentré illégalement au Sénégal. Information rendue publique par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, en conférence de presse ce lundi. Trafic ferroviaire, l'axe Diourbel-Touba, livré avant le Grand Magal 2023. Le directeur général des chemins de fer du Sénégal apporte la nouvelle. Malik Ndoye a testé avec succès la ligne Diourbel-Mbacké longue de 45 km. Hausse vertigineuse sur le prix de l'oignon de 18 000. Le sac est passé à 24 000, le kilogramme à 1200 francs CFA. Dans ce journal, nous ferons le tour des marchés à Dakar et en région. Le directeur général de l'Agence de régulation des marchés, Ansoumana Sané, est l'invité de ce 20h. Lancement du programme de résilience agricole à Saint-Louis. Près de 5 000 ménages ciblés pour une enveloppe de 900 millions de francs CFA. Objectif, soutenir les producteurs à faible revenu. Bonsoir et bienvenue à tous. L'arrestation de l'avocat Juan Branco, sa mise en liberté provisoire, la grève de la faim de certains détenus dans des établissements pénitentiaires, l'arrestation de plusieurs personnes soupçonnées d'actes divers, autant de points évoqués par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, en conférence de presse cet après-midi, à compte rendu Moussa Mané. L'épisode judiciaire du jour reste l'affaire de l'avocat français Juan Branco. Entré et sorti du territoire sénégalais de manière irrégulière, il a été arrêté en Mauritanie. Remis aux autorités sénégalaises, il a fait face à la justice. Dès qu'il a été remis aux autorités de police du Sénégal, qu'est-ce qui se passe? On exécute le mandat d'arrêt international. C'est un mandat qui a été exécuté. Et le juge d'instruction a exécuté le mandat d'arrêt international, parce que le mandat d'arrêt, c'est quoi? C'est pour arrêter quelqu'un. On l'a arrêté. Donc une fois qu'on l'arrête, le mandat d'arrêt a rempli sa fonction. C'est pour ça donc qu'il a été inculpé. On aurait pu le mettre sous mandat de dépôt pendant des années, mais l'option du juge d'instruction, ce n'est pas le parquet, ce n'est pas le procureur. C'est le juge qui a souverainement décidé de l'inculper et de lui accorder la liberté provisoire. Il n'est pas ressortissant sénégalais, il n'a pas la nationalité sénégalaise, il a sa famille, il a sa profession. Voilà, nous avons des accords de coopération judiciaire très sérieuses qui nous lient avec la France. Nous pouvons à tout moment coopérer avec la France lorsqu'il y a un besoin d'administration de la justice. Il n'y avait pas donc de raison de le garder dans les liens de la détention. Mais attention, il reste sous contrôle judiciaire. Il reste sous contrôle judiciaire, cela veut dire quoi? Cela veut dire, la procédure de l'information judiciaire continue à son encontre. Tous les actes d'instruction vont être posés. Deuxièmement, il est possible que son contrôle judiciaire soit révoqué. Et troisièmement, il peut être jugé lorsque l'information sera clôturée. Il peut faire l'objet d'un renvoi devant une juridiction de jugement et être jugé. Il pourrait être jugé. Restons toujours sur cette affaire. Maître Babacar Ndiaye, arrêté par la même occasion, bénéficie d'une liberté provisoire selon le garde des Sceaux. Toutefois, il est aussi sous contrôle judiciaire. Autre actualité judiciaire, la grève de la faim observée par certains détenus dans des établissements pénitentiaires. Sur ce point, le ministre de la Justice donne des éclaircissements. Ceux qui sont en grève de la faim partielle, ont arrêté leur grève de la faim. La plupart. Il y a aujourd'hui donc le sieur Ousmane Sonko qui est à l'hôpital principal. C'est une bonne information, c'est pas un fait. Il est admis à l'hôpital principal parce que quand vous êtes dans les établissements pénitentiaires, quand vous êtes en prison, si l'administration pénitentiaire se rend compte que vous n'êtes pas bien, on vous amène à l'hôpital. Parce qu'on ne veut pas que vous mouriez, c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est juste de vous appliquer une peine qui a été prononcée par la justice. Donc, il est admis à l'hôpital principal. Et quand il est arrivé à l'hôpital principal, il a subi des soins. Et après administration de ces soins, je ne veux pas entrer dans des considérations personnelles, dans son bulletin de santé, je n'y entrerai pas. Mais lorsqu'il a reçu les soins, il se porte mieux. Auparavant, Ismaïla Madior Fall a évoqué les récentes attaques au cocktail Molotov sur des biens publics et privés, des attaques qu'il qualifie d'actes terroristes. Il a affirmé que des enquêtes sont menées suivies d'arrestations. Donc les actes de terrorisme, ici je voudrais vraiment insister sur ça, à l'intention de nos compatriotes, c'est des faits criminels.
Et c'est des faits criminels pour leurs auteurs, pour leurs complices. Et c'est des faits criminels qui font l'objet de condamnation pénale, notamment la réclusion criminelle. Donc ici, je voulais en profiter pour parler aux jeunes membres d'organisations qui envisagent ou qui projettent de commettre de tels actes, d'appeler leur attention sur la gravité de tels actes. Profitant de cette occasion, les journalistes n'ont pas manqué d'évoquer le cas d'un confrère actuellement en détention. Il s'agit de Pape Alé Niang. Pour terminer, le garde des Sceaux a affirmé que désormais son département a un porte-parole. Ce dernier peut, en cas de besoin, revenir sur une actualité pour informer l'opinion le plus tôt possible. À la suite de cette conférence de presse communiquée qui nous vient du ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur informe l'opinion publique qu'une mesure d'expulsion du territoire de la République du Sénégal a été prononcée à l'encontre du nommé Juan Paulo López Branco, né le 26/08/1989 à Estepona, c'est en Espagne, et titulaire du passeport numéro XDD 3063 par arrêté ministériel numéro 02-62-91 du 7 août 2023 pour violation de la réglementation sur les conditions d'admission et de séjour des étrangers au Sénégal. Toutes les dispositions sont prises pour l'exécution de l'arrêté fait à Dakar le 7 août 2023, le ministre de l'Intérieur. Ouverture de la première édition du dialogue territorial, selon dit à Dakar, initié par le ministre chargé des collectivités territoriales. Plus de 300 maires et présidents de conseils départementaux assistent à cette rencontre d'échange et de partage sur la politique de l'État en matière de décentralisation. Salut Sek. Pour cette première édition du dialogue territorial, les maires et présidents de conseil départemental des régions de Dakar, Kaffrine, Saint-Louis, Matam et Ziguinchor sont à l'honneur. À travers ces rencontres, notre département s'engage résolument à matérialiser la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'imprimer une dynamique de concertation dans toutes nos actions. Au cours de cette première édition de dialogue, nous aurons l'occasion d'échanger sur la mise en œuvre du processus de la décentralisation de manière générale avec l'acte 3. Qui a consacré la territorialisation comme levier de pilotage des politiques publiques en les inscrivant de manière coordonnée et complémentaire au sein des territoires pour leur appropriation par les acteurs concernés. Le dialogue territorial est un premier pas pour la construction de cette relation vertueuse entre les citoyens et les élus locaux. Il doit constituer un pont entre les élus locaux et leur population, mais également entre les élus locaux eux-mêmes. Le dialogue territorial est une innovation perçue comme une aubaine par les élus territoriaux. Dans leur discours, ils ont montré leur adhésion à cette démarche. En vous réaffirmant, Monsieur le ministre, donc notre engagement à vous accompagner, je voulais aussi vous dire la détermination des élus à aller encore plus loin dans la territorialisation des politiques publiques, conformément aux orientations du chef de l'État. Et le premier pas de cette territorialisation, Monsieur le ministre, c'est le renforcement des domaines de compétences transférés. Le dialogue entre les maires et les présidents de département, c'est extrêmement important pour le bon fonctionnement de la territorialisation, en application même de la territorialisation des politiques publiques. Et je pense que ce dialogue que vous avez initié, quand vous l'aurez bouclé, nous amènera des avancées extrêmement importantes dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques. Parce que les maires et les présidents de département doivent dialoguer, doivent être ensemble, doivent être à côté, chaque main dans la main, pour pouvoir vraiment travailler pour le développement de nos territoires. Cette rencontre est ainsi mise à profit par des élus pour faire le plaidoyer en faveur des collectivités territoriales. Ce qui caractérise les départements, comme je le dis toujours, c'est le manque de moyens. Nous espérons qu'à l'issue de ce dialogue, des solutions seront proposées pour que ces problèmes soient de vieux souvenirs. Parce que nos attentes sont nombreuses et parmi lesquelles vous me permettrez de citer
le soutien aux initiatives locales en fonction des besoins réels de chaque territoire, mais également la mise en place d'une fiscalité pour les départements. Durant 2 jours, des présentations seront faites sur la politique de décentralisation du gouvernement. Ainsi, pour couvrir toutes les collectivités territoriales, le dialogue territorial va se dérouler en 3 bassins. Salif Seko, au même moment, Saint-Louis procède au lancement du programme de résilience agricole. Plus de 4500 ménages ciblés pour une enveloppe supérieure à 900 millions de francs CFA. Ce programme, qui est à sa 3e phase, vient appuyer les producteurs à faible revenu qui s'activent dans l'agriculture et la pêche. Abdouad. Devant des centaines de bénéficiaires, le ministre Samundio Benka annonce le premier cash transfert. Le lancement est maintenant effectif. Monsieur Pierre Badji vient de recevoir le transfert dans son compte. Un transfert qui lance le programme de résilience agricole destiné aux ménages agro-silvopastoraux de Saint-Louis. Objectif, leur faciliter l'accès aux intrants agricoles. L'objectif étant d'utiliser des mécanismes et des systèmes de protection sociale adaptatifs pour améliorer l'accès aux intrants pour les petits producteurs agricoles inscrits dans le registre national unique, ce qui renforcera bien sûr leur capacité de résilience face aux aléas des conditions de production. Pour cette 3e phase du programme, le budget s'élève à 6 milliards de francs CFA, dont 900 millions pour Saint-Louis. Une enveloppe qui couvre 4531 ménages de la région, avec des transferts allant jusqu'à 200 000 francs de francs CFA. Outre l'octroi d'un transfert monétaire pouvant aller jusqu'à 200 000 francs CFA, pour aider les ménages à couvrir la part non subventionnée des intrants agricoles, les bénéficiaires ont bénéficié également à travers des sessions de sensibilisation, de coaching collectif, mais aussi de suivi de la production. Suite à une évaluation indépendante concluante de la phase pilote, le ministère du Développement communautaire, de la solidarité nationale et de l'équité sociale et territoriale que j'ai en charge aujourd'hui cherche à diversifier les options pour stimuler la création de richesses au sein des ménages les plus vulnérables du secteur primaire dans son ensemble afin de réduire la pauvreté à long terme. Certains bénéficiaires ont reçu leur transfert juste après la cérémonie. Une somme d'argent qui arrive à point nommé, surtout à cette période de l'année. Vraiment, ça fait très plaisir. On en avait besoin. Nous sommes en période d'hivernage où c'est très compliqué. Et nous sortons de 2 grands événements, notamment la Tabaski et la Tamkharit. Les poches sont vides. On prie pour que ça continue. C'est une très belle chose. L'année dernière, j'ai pu acheter des semences avec. C'était vraiment bénéfique. Cette année aussi, j'espère que ce sera pareil. En tant qu'agriculteur, on ne demande qu'à être aidé. Et vraiment, c'est le cas. Ces bénéficiaires font partie des 540 000 ménages inscrits dans le registre national unique, le RNU. Ils tirent principalement leurs revenus de l'agriculture, de l'élevage ou encore de la pêche. L'axe ferroviaire Diourbel-Mbacké, long de 45 km, a été testé avec succès. Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Les résultats du premier essai sont jugés satisfaisants. Le directeur général des chemins de fer du Sénégal promet que les travaux sur l'axe Diourbel-Touba seront livrés avant le grand Magal prévu en septembre prochain. Damsila. Les travaux sur l'axe ferroviaire Diourbel-Mbacké seront bientôt livrés. C'est la première fois depuis 2017 qu'un train roule sur ces rails. Ce voyage effectué est certes un premier essai, mais les résultats obtenus sont jugés très satisfaisants. L'idée, ce serait que d'ici le Magal, qu'on puisse réhabiliter toute la voie ferrée jusqu'au niveau de Touba. Il y a encore un peu de travail, bien évidemment, mais je suis très confiant. Eu égard à l'avancement des travaux qui se passent très bien, ce qui nous a permis aujourd'hui, avec un engin de travaux ferroviaires, une boureuse, de venir jusqu'à Mbacké et de procéder à l'enregistrement de la géométrie et du dévers de la voie.
À l'issue de ce premier essai, le directeur général des chemins de fer confirme que le train pourra transporter des marchandises jusqu'à la ville sainte de Touba avant le Grand Magal. Mais pour ce qui est du transport des passagers, aucune confirmation ne peut se faire pour le moment. Ce que je peux vous assurer par contre, c'est que ce qui est sûr, c'est qu'au vu de l'état de la voie, le transport de conteneurs pour approvisionner le Magal, ça, moi, c'est presque sûr qu'on va y arriver. Ça y est. Maintenant, le transport de passagers, c'est un peu plus délicat. C'est pour ça que je veux rester quand même très prudent. Mais on met tout en œuvre pour y arriver et je suis très confiant. La réhabilitation du chemin de fer figure parmi les priorités du président de la République. De nombreux efforts sont consentis dans ce sens pour faire du Sénégal un hub ferroviaire. Le président de la République a lancé les travaux de réhabilitation complète de la voie métrique au Sénégal au 10 février 2023. Aujourd'hui, très récemment, on a été avec le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres. On a fait une première circulation jusqu'à Diourbel. Et là, on complète jusqu'à hauteur de Mbacké pour aller ensuite vers Touba. Le Grand Magal de Touba est prévu au début du mois de septembre prochain. Événement religieux qui draine chaque année des millions de fidèles venus des 4 coins du monde. Avec la réhabilitation de l'axe ferroviaire Dakar-Touba, ne serait-ce que pour le transport des marchandises, contribue fortement à la réussite de l'événement. Pendant ce temps, à Fatick, un projet de relance du secteur touristique est en cours d'exécution. Une délégation de la SAPCO s'est rendue sur place pour visiter plusieurs sites à revaloriser. Après un état des lieux, des mesures sont prises pour exploiter l'énorme potentialité existante. Claire Diop. La délégation a d'abord effectué une visite de travail auprès des autorités administratives locales de Fatick avant de se rendre au niveau des sites d'aménagement touristique. Sont concernés Sandikoli, Missira et Sukuta dans la commune de Toubakota et 5 autres sites dans le département de Foundiougne. Partout, il est prévu des travaux et réalisations d'envergure dans le but de redynamiser le potentiel touristique existant. Dans la région de Fatick, nous avons beaucoup de sites à potentialité touristique. Le delta du Saloum surtout, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous avons 7 sites à potentialité touristique. Nous avons l'occasion de rencontrer les autorités administratives locales, n'est-ce pas, ainsi que les maires, les chefs de village, ainsi que toutes les parties prenantes. Sur le terrain, le travail a démarré. Une commission est mise en place à cet effet. Pour le département de Foundiougne, la commission a déjà fait le travail nécessaire. Les impenses ont été évaluées à 400 millions. Et le préfet nous a transmis le rapport que nous avons transmis également au service des finances. À mon retour, je vais rencontrer les services concernés, n'est-ce pas, pour échanger avec eux, pour voir comment faire pour payer ces impenses-là directement aux personnes, aux PAP, les personnes affectées par le projet. C'est important. Aux investisseurs, l'appel est lancé pour développer l'énorme potentialité touristique ici à Fatick et au-delà dans toute la zone centre. Il est prévu des mesures d'accompagnement pour impulser un développement local durable. Le tourisme, un secteur porteur de croissance, aussi pourvoyeur d'emplois. Et c'est toute une stratégie qui est déroulée pour sa relance. Et zoom à présent sur le centre d'enseignement professionnel de Thiès, en haut lieu de formation des métiers industriels de la région. Le centre a pendant longtemps abrité les ateliers des chemins de fer. Aujourd'hui, il forme des centaines de jeunes chaque année. Fatimata Banelba nous y conduit. Des étincelles qui crépitent, une odeur de gaz et de ferraille qui flotte. Oumi et Rokhaya sont dans leur élément, le métal. Dans leur apprentissage du métier de soudeur, elles se donnent à fond. À la question de savoir le choix de ce métier à forte connotation masculine, Rokhaya Ndiaye nous répond que l'envie de réussir est son seul objectif. J'ai eu la passion du métier de soudeur grâce à mon oncle qui effectuait le même métier. C'est lui qui m'a transmis le virus. Je pense que tous les métiers se valent et que les femmes peuvent faire les mêmes métiers que les hommes et y exceller. L'essentiel, c'est d'être bien formé. Notre formation se passe très bien et nos enseignants sont très engagés. Je conseille à mes sœurs de se rapprocher du centre d'enseignement professionnel pour y faire des cours. Ça peut toujours servir.
Rokhaya et Oumi font partie d'une cohorte de 20 jeunes apprenants bénéficiant de bourses de formation du 3FPT, une formation dispensée au Centre d'enseignement professionnel de Thiès. Le CEP de Thiès, situé dans les flancs des ateliers des chemins de fer, fut vers les années 60 une école de formation de la régie des chemins de fer, avant d'être rattaché au ministère de la formation professionnelle en 1972. C'est une école qui a beaucoup travaillé en tout cas, il a beaucoup formé les agents du chemin de fer. Et pratiquement tous les agents du chemin de fer ont été formés. Les anciens ont été formés au niveau de cette école. Ici, plusieurs filières de formation y sont dispensées et les apprenants accèdent au centre par voie de concours. Ici, nous avons les filières d'abord électrotechnique, nous avons la filière électricité, nous avons la filière mécanique automobile, nous avons la filière électromécanique et nous avons les structures métalliques. Et parallèlement, nous avons aussi la filière informatique. Et aussi, nous avons ce qu'on appelle des CPS, des certificats de professionnels de spécialité, dans différentes filières. Pour intégrer l'école, d'abord, nous avons la voie de concours. Alors, pour faire un CAP, par exemple, nous avons ce qu'on appelle un concours interne qui est fait pour recevoir des jeunes de 17 ans et plus. D'un temps connu sous le nom de Centre de formation de la régie des chemins de fer, ce centre a perdu de sa popularité et de son attrait. Néanmoins, il forme toujours beaucoup de jeunes, issus pour la plupart des autres régions du Sénégal. Il y a des élèves qui viennent de toutes les régions du Sénégal, de Ziguinchor, de Tambacounda, de n'importe où du Sénégal, ils viennent pour étudier au CEP de Thiès. Et bizarrement, comme vous le dites, le CEP de Thiès n'est pas connu, est un peu méconnu aussi au niveau du Thiès. Mais je crois que ceci est dû au fait que l'école a eu d'abord à transiter du chemin de fer pour venir au niveau du ministère de la formation professionnelle. Et pendant ce temps-là, donc, il y a eu un moment où vraiment cette école presque ne fonctionnait même pas, parce qu'autant il y a eu un flottement pendant lequel l'école était même occupée par des écoles, par l'enseignement général. Malgré son apport important dans l'insertion et l'apprentissage des jeunes, le centre d'enseignement professionnel de Thiès traverse des difficultés comme la vétusté des bâtiments ou le matériel défectueux. Et pour pallier ces difficultés, le centre noue des partenariats avec des ONG ou entreprises de la place, comme celui avec Brooke Afrique de l'Ouest, qui a permis et facilité la formation d'une vingtaine d'apprenants en maréchalerie, métier de confection de fer à cheval, qui, après leur formation, reçoivent aujourd'hui des équipements. Nous sommes fiers parce que nous venons d'accomplir un vœu, c'est d'avoir vraiment une promotion qui vient d'être diplômée pour un certificat de spécialisation en maréchalerie, en maréchal ferrant. Voilà, et je pense que c'était ça notre objectif et nous sommes très fiers. Et la cérémonie d'aujourd'hui montre combien Brooke est engagé vraiment pour booster ce métier de maréchal ferrant. En tout cas, les formés sont aptes à l'emploi parce qu'ils ont été formés, ils ont été équipés en moto, ils ont été équipés en matériel de forge et autres, et même en kiosque. 200 métiers rien que pour la filière équine, c'est 200 métiers identifiés. Ça veut dire que c'est vraiment un vivier d'emploi au niveau du Sénégal. À travers ces dons, il s'agit pour l'ONG qui œuvre pour le bien-être des équidés de trait de faire la promotion du métier de maréchal ferrant, tout en offrant des services de qualité. Ce sont des jeunes qui ont été formés, des jeunes hommes et des jeunes femmes qui peuvent rester, réussir et participer au développement. Donc, dire qu'il n'y a pas de travail dans le pays, moi je me dis que c'est ne pas s'informer, c'est ne pas avoir l'information qu'il faut. Et il faut aller vers l'information parce qu'il y a des vidéos en cours sur cette formation-là. Il faut aller vers l'information et voir qu'il y a des possibilités et des opportunités qui s'offrent à nos jeunes apprenants. C'est donc l'expression d'un partenariat réussi entre le Centre d'enseignement professionnel de Thiès, le 3FPT et l'ONG Brooke Afrique de l'Ouest. Le directeur du centre en appelle à l'engagement des entreprises locales pour soutenir les jeunes de Thiès dans l'offre de formation. Éducation toujours pour aller à la découverte de Orndoldé, un village de la région de Matam, une localité pauvre en ouvrages scolaires. Seule l'école élémentaire est en marche. Le collège en chantier tarde à être livré. Orndoldé attend toujours son lycée. Malgré ses maigres moyens, de bons résultats sont obtenus aux examens. Orndoldé, c'est une découverte signée Bachir Ba. Voici l'école élémentaire de Orndoldé. Et c'est dans ces salles de classe que les collégiens suivent leurs cours. Faute d'établissement, 4 salles de classe leur ont été cédées. Et pour dire la vérité, ça cause problème parce que
non seulement le CM s'agrandit, parce que je pense qu'aujourd'hui il y a 2 sixièmes, et les effectifs qui viennent chaque année augmentent, mais l'école élémentaire a besoin du site. Pour régler ce problème, l'État a pourtant lancé des travaux de construction d'un nouveau collège depuis plusieurs années, mais le chantier n'est pas encore livré. C'est à partir donc de 2021 que les travaux ont commencé. Mais jusqu'à présent, vraiment, rien n'est terminé. C'est le PIMA qui avait... C'est le PIMA, bon, d'après les informations que nous avons reçues, c'est le PIMA qui a financé donc, la construction du collège. Et malheureusement, derrière, nous ne comprenons pas qu'est-ce qui justifie ces lenteurs-là. C'est l'occasion pour lancer un appel aux autorités académiques, lancer un appel donc à l'État du Sénégal, lancer un appel aux partenaires pour que très rapidement, que le site du collège soit donc terminé pour que le collège puisse déménager dans les plus brefs délais. Côté résultat, ce collège demeure une référence, en attestent les performances ces dernières années. C'est un collège qui n'a plus rien à prouver en matière de résultats. L'année passée, donc voilà, l'école fait 100% au centre de Ngano, donc au centre d'examen de Ngano. Mieux encore, au BFM, oui, mieux encore, c'est un élève de Orndolé, du CEM de Orndolé qui s'en sort avec premier du centre. Parallèlement, ou bien paradoxalement, nous travaillons dans des conditions extrêmement difficiles. Notre souhait le plus ardent, c'est de voir ce nouveau site-là prêt pour qu'on regagne là-bas. Autre souhait exprimé par les populations, c'est de voir leur village bénéficier d'un lycée. À 257 élèves. Hein. La réalité est que l'effectif, sur le cas de l'effectif, normalement, on peut ériger bien sûr le collège en lycée, même si c'est un second cycle, comme le cas de Tchali, comme le cas d'autres ailleurs. Après Matam, en 1959, c'est le village de Hondoli qui a eu la première école. Mais aujourd'hui, du point de vue construction, nous sommes les derniers. Parce qu'il y a un lycée à Wadabere, un autre va être bientôt érigé à Tchali, il y en a un à Gangel, mais nous, on n'a pas toujours de lycée. Une autre demande formulée par les habitants, c'est la rénovation de ce vieux bâtiment où de grands cadres ont fait leurs premières humanités. C'est le premier bâtiment administratif appartenant à l'école qui a été construit ici dans les années 50. Ce bâtiment qui a vu aussi émerger beaucoup de cadres de cette zone-là, qui aujourd'hui sont dans l'administration sénégalaise. Mais aussi, il y a beaucoup de personnalités de renommée qui ont enseigné ici dans cette école, notamment le professeur Sadakan de la RTS. Donc, pour nous qui sommes jeunes de l'association Kaoral Danamayo, nous pensons que ce bâtiment ne doit pas être abandonné. Nous souhaitons que ce bâtiment-là soit donc donné à l'association pour qu'on puisse en faire une bibliothèque communautaire et pourquoi pas abriter donc un jardin d'enfants. Frontalier avec la Mauritanie, Horndolde est aujourd'hui un exemple en matière d'intégration. Ces établissements scolaires sont aussi fréquentés par des enfants de l'autre rive. Autre ambiance, celle des marchés, marquée ces derniers jours par une hausse notée sur le prix de certains produits, notamment l'oignon. Le sac passe de 18 à 24 000 francs CFA, le kilogramme à 1200 francs CFA. Nos équipes ont fait un tour au marché Thiaroye et Gueule Tapée des Parcelles Assainies. Mamadou Sakine. L'oignon, l'une des denrées de consommation courante, est devenue inaccessible. L'inquiétude a fini de gagner les ménages. Nous sommes à Thiaroye, au cœur d'un des plus grands marchés de Dakar. Avant, on pouvait acheter un sac d'oignon à 7 500, voire 8 000. Mais actuellement, l'oignon local coûte plus cher. Depuis la Tabaski, le kilo est à plus de 1 000 francs. Le sac se vend à 24 000, 25 000. Nous sommes vraiment très fatigués. Partout, les détaillants disent la même chose. Les prix ont augmenté. L'État doit nous venir en aide. Le contrôle des prix doit être aussi de rigueur. Pointés du doigt, les commerçants dégagent toute responsabilité. La rareté de l'oignon serait liée à l'origine de la hausse des prix. soble ren li ko gën a cher du ci commerçant baykat moo ko téye toolam ne temps laa ko jaay il faut nu jënd ko
Les commerçants ne sont pas à l'origine de la hausse. Ce sont les producteurs qui sont les responsables de cette situation. Ils augmentent les prix chaque jour. Nous achetons aujourd'hui à 10 000, demain on nous dit 15 000, 16 000. Donc les commerçants ne sont aucunement responsables. Autre lieu, le marché Gueule-Tapée des Parcelles Assainies. L'on se pose des questions sur les véritables raisons de la flambée du prix de l'oignon. À vrai dire, les consommateurs souffrent. Dans certains endroits, le sac d'oignons est à 30 000 francs CFA, le kilo à 1 200. On ne sait pas ce qui se passe. Ce vendeur semble donner la cause de la cherté de l'oignon. La flambée du prix de l'oignon n'est ni la faute de l'État ni des commerçants. Il faut reconnaître qu'il y a la rareté du produit chez les producteurs. Selon les grossistes interrogés, le marché va être suffisamment ravitaillé dans les jours à venir. Le seul souhait des consommateurs, une baisse au plus bas niveau du prix de l'oignon. À Ziguinchor, difficile de trouver l'oignon. Ceux qui ont encore le produit le vendent jusqu'à 2000 francs CFA le kilogramme. Une situation aggravée par les récentes manifestations à Ziguinchor. Nous retrouvons Abdoulaye Sinkare. À Ziguinchor, l'oignon est introuvable depuis quelques jours. Les commerçants qui ont encore le produit le vendent à prix d'or, jusqu'à 2000 francs le kilogramme. Nous avons kilo soble 2000-2500. Vendre le kilo d'oignon à 2000 francs ou 2500 francs, c'est vraiment cher. Ici, à Ziguinchor, l'oignon est introuvable. Pour nous, les vendeurs de Gargote, c'est très dur. Le kilo d'oignon à 1500 francs, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut que l'oignon importé soit disponible avant la fin de la production locale. C'est ainsi qu'on peut aider les petites bourses. Ce commerçant grossiste stockait beaucoup d'oignons, mais cela fait des jours qu'il est à la recherche de la marchandise. Cela fait 4 jours que je n'ai pas d'oignons. Je ne vends que de la pomme de terre et de l'huile. Personnellement, je n'ai jamais vu une telle pénurie. On va bientôt faire une semaine sans oignons. Pour les commerçants, la pénurie s'explique par l'épuisement de la production locale, alors que l'oignon importé n'est pas encore disponible. Pour eux, l'anticipation serait le meilleur remède. L'oignon importé doit être en place avant que la production locale ne s'épuise. Sinon, il y aura forcément pénurie. Chaque année, l'État doit anticiper. La pénurie est aggravée dans la région par les manifestations de ces derniers jours. Durant toute la semaine, l'accès à Ziguinchor était quasi impossible. Et pour en parler, nous recevons ce soir le directeur général de l'Agence de régulation des marchés, Ansoumana Sané. Bonsoir, Monsieur Sané. Alors, depuis quelques jours, on note une flambée sur le prix de l'oignon. Le sac de 18 000 francs passe à 24 000 francs. Qu'est-ce qui explique justement cette hausse, Monsieur Sané? Merci beaucoup, madame. Je pense que cette situation, comme certains commerçants ont eu à le dire, c'est dû déjà à la fin de la commercialisation de l'oignon local, dite la variété Sonsa. Puisque avec la réunion du comité en charge de discuter justement sur cette question de commercialisation, après le bilan qui a été fait sur la commercialisation de l'oignon local, nous avons ouvert le marché à l'importation. Mais il y a deux situations, deux faits qui sont venus s'ajouter à cette raréfaction. D'abord, au niveau du Maroc, les autorités du royaume marocain, du royaume du Maroc, ont maintenu les mesures de restriction à l'exportation concernant le produit de l'oignon. Et vous savez que le Maroc est un partenaire privilégié du Sénégal. Au niveau de la Hollande, l'un des pays partenaires aussi du Sénégal dans ce domaine, les productions étaient attendues en fin juillet, début août. Il s'y ajoute le temps de chargement et l'arrivée du produit qui est estimé à 10 jours, voire même parfois 15 jours. Ce qui fait qu'on a pratiquement des 2 semaines où il y a une tension due aux pratiques spéculatives de certains commerçants par rapport à la situation justement de fin
de la campagne de commercialisation de l'oignon local. Et qu'en est-il de votre politique de prévention? Gérer aussi, c'est prévenir. Effectivement, il y a eu toutes les précautions qui ont été prises, mais c'est une situation inédite, puisque d'habitude, il y avait le Maroc, qui était vraiment un partenaire privilégié, mais où déjà il faut rappeler que les négociations sont en cours bien avant même, ont débuté bien avant même la Tabaski, avec le gouvernement du Sénégal qui est en train de négocier un couloir pour permettre à ce que nos importateurs puissent s'approvisionner à partir du Maroc. Puisqu'il y a un avantage comparatif, si vous prenez les deux situations. Au niveau du Maroc, le prix de l'oignon, le sac est à 9 000 francs et le temps d'arrivée est estimé à 4 jours. Alors qu'au niveau de la Hollande, les récoltes sont attendues en fin juillet, début août. Et le prix du même sac coûte 13 100 francs. Ce qui fait qu'ajouté aux charges liées au transport, liées aux frais portuaires, parfois le prix de l'oignon se retrouve sur le marché relativement à 15 000, voire même 16 000 francs au grand maximum. Mais il faut déplorer, il faut le dire, les spéculations qu'on note sur le marché. Parce que rien ne justifie cette hausse inconsidérée. Puisque, tenant compte des charges, tenant compte de tous les paramètres qui jouent autour de